Bonjour, je suis Olivier Delteil. Je viens vous présenter cet après-midi une base de données particulièrement importante à l'échelle de l'État, puisque c'est la base d'adresses nationale qui recense l'ensemble des adresses sur le territoire. Vous allez voir qu'elle a aujourd'hui une trajectoire et une construction assez particulière et qui est faite pour justement s'inscrire au maximum dans une double démarche, celle bien entendu de l'open data, ça on le sait déjà, mais aussi une démarche d'interconnexion avec un certain nombre d'autres données, de référence aujourd'hui utilisées par les acteurs publics, mais aussi par les acteurs privés. Sans plus attendre, je vous propose de regarder en détail comment se compose cette base de données qu'est la BAN. Alors, comment ça marche ? Ce qu'il faut savoir, avant tout, c'est que c'est une base de données de référence qui, comme 8 autres bases de données aujourd'hui proposées par l'État, est une base de données ouverte, qui est en licence ouverte, donc réutilisable par tous, sans distinction, et qui peut être réexploitée selon divers outils, diverses manières. On va le voir plus tard. Donc, puisqu'elle couvre l'ensemble du territoire, elle est assez riche. Aujourd'hui, c'est 25 millions d'adresses. Comme je le disais, elle est gratuite. N'importe qui peut y accéder. Et aujourd'hui, et ça c'est nouveau, enfin, depuis quelques mois, le seul acteur qui est en responsabilité du renseignement de l'adresse, de la création et de la modification, c'est la commune. Alors, ensuite, que comprend la BAN ? Ça comprend un numéro, un nom de voie, un code INSEE, un nom de commune et un point GPS. Ni plus, ni moins. Aujourd'hui, les acteurs qui utilisent la BAN, et on le verra en détail après avec des cas d'usage, sont des acteurs très variés, publics ou privés. Des acteurs soit du secours, de la livraison, des réseaux, et ça, ils sont très nombreux, que ce soit réseau télécom, énergie. Et puis, bien entendu, des acteurs publics que vous devez normalement utiliser pour un certain nombre assez régulièrement, assez fréquemment dans votre quotidien. Et puis un autre acteur, bien entendu, qui lui aussi est utilisé au quotidien, ce sont les acteurs du GPS. Et on le verra également en détail après. Oups. La mission de la BAN, aujourd'hui avec les 3 acteurs qui étaient présentés sur la première slide, j'ai oublié de les citer quand même. Aujourd'hui, la BAN, la base d'adresse nationale, est pilotée par 3 acteurs. L'IGN, la direction interministérielle au numérique et l'agence et la NCT, l'Agence nationale pour les collectivités territoriales. On verra ensuite pourquoi ces acteurs aujourd'hui se sont associés pour développer cette base. La mission de la BAN, c'est bien entendu une mission de service public. Elle a pour bien entendu objectif d'être utilisée par un maximum d'acteurs, puisque c'est la base de référence. Et bien entendu, tout est mis en œuvre aujourd'hui pour que le maximum de réutilisateurs, qu'ils soient publics, comme je disais, comme on le voyait tout à l'heure avec les administrations, ou des acteurs privés, par exemple les acteurs du GPS, viennent directement s'alimenter auprès de cette base de données de référence en France. L'objectif, bien entendu, c'est de couvrir, in fine, et dans les délais les plus brefs, l'ensemble des 35 000 communes en France, et pour en faire vraiment un usage tel qu'il doit être fait par tout référentiel. Il y a un dispositif qui est très très récent, il date de quelques mois, qui fait que cette base aujourd'hui, non seulement est la référence, mais fait que d'un côté comme de l'autre de la chaîne d'utilisation, du côté de la production ou de la réutilisation, les acteurs se sentent pleinement concernés. Il y a d'abord une impulsion réglementaire, puisqu'il y a une loi qui est sortie en février de cette année, qui est la loi 3DS, qui stipule très clairement que l'acteur qui est responsable de l'adresse pour sa création ou sa modification, c'est la commune ou son délégataire
aux différents échelons des collectivités territoriales. Il y a bien entendu une gouvernance qui a été mise en place. On est bien entendu toujours dans le respect des règles de l'open data qui ont été édictées depuis un certain temps. Et on met, et c'est ça vraiment la nouveauté, les communes sont au centre. Il n'y a qu'elles qui sont, au-delà de la responsabilité, qui sont en capacité d'aller renseigner l'adresse dans cette base. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y avait plusieurs acteurs qui venaient souvent alimenter cette base de référence, ce qui pouvait créer parfois des distorsions. Il y a bien entendu un autre objectif qui est également très important, c'est le souci d'être un standard, au-delà de dire voilà, c'est une base de référence, c'est d'être vraiment un standard utilisé par le maximum d'acteurs, que ce soit uniquement dans le cadre de l'adresse ou dans le cadre d'autres activités. On peut penser aux acteurs qui sont liés au bâtiment ou à la mobilité au sens large, où ils pourront, ou peuvent déjà aujourd'hui, s'appuyer sur cette base de référence pour ensuite y associer leur propre référentiel dans leur domaine ou leur métier respectif. Donc le cadre réglementaire, comme je le disais avec la loi 3DS, a évolué en début d'année, en février. Le décret d'application ne devrait pas tarder à sortir. Et ce qu'il faut voir dans ce que permet cette loi, c'est qu'au-delà de mettre la commune au centre, elle va vraiment avoir un spectre très très large, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent lorsqu'on souhaitait qualifier l'adresse. C'est vraiment à tout niveau et pour tout type de commune que cette base va être renseignée, y compris pour des communes de moins de 2000 habitants. L'autre élément, c'est qu'on n'est pas du tout dans un système de mise à jour de base qui pouvait peut-être à des périodes ou à des moments assez différents dans une année. Là, du moment où une commune vient renseigner sa base adresse locale, donc ce qu'elle va renseigner pour son propre territoire, l'alimentation ensuite de la base adresse nationale se fait automatiquement. Alors il y a, pour pouvoir comprendre ensuite le jeu des acteurs sur l'évolution et la mise en place de cette base adresse nationale, je vous propose de suivre un tout petit parcours. Alors on commence à gauche par la commune, qui vient renseigner ses bases adresses locales. Les bases adresses locales vont ensuite contribuer à cette base adresse nationale, qui elle-même va pouvoir permettre à un certain nombre de réutilisateurs de la consommer. Alors ça, c'est grosso modo le schéma. Alors même si la constitution de la production de la base était différente au préalable, c'est un schéma entre guillemets traditionnel. La nouveauté qui va sortir dans les mois qui viennent, c'est de permettre également à ces acteurs sur cette chaîne de valeur de pouvoir signaler d'éventuelles erreurs ou incohérences ou incompréhensions lorsqu'ils utilisent cette base adresse nationale pour que ça vienne assez naturellement alerter les maires, les responsables dans les communes pour qu'ils fassent eux-mêmes évoluer leur base d'adresse locale. Je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'acteurs qui réutilisent l'adresse. Parmi eux, il y a les acteurs du secours. Et donc, je voulais vous partager un premier cas d'usage. C'est le cas des pompiers, les SDIS, qui, pour certains d'entre eux aujourd'hui, utilisent la BAN. Ce n'est pas encore le cas de l'ensemble des SDIS en France, mais un certain nombre aujourd'hui participent à cette alimentation. Et aujourd'hui, c'est lorsqu'un groupe de pompiers souhaite intervenir quelque part, souvent ils utilisent un logiciel géographique qui permet de situer, de pointer exactement là où l'intervention doit avoir lieu. Donc, ils font appel en amont, bien entendu, pour alimenter leur propre référentiel de données à la base adresse nationale, qui va ensuite souvent compléter avec leurs propres données, parce que souvent, ils ont des informations très précises sur leur propre zone d'action. Mais là, si on voit sur le cas présent, eh bien, la BAN vient, à travers les informations sur les voies et sur les numéros, compléter
ou même alimenter assez naturellement ce type de logiciel pour que les interventions se fassent vraiment au bon endroit, à l'endroit le plus précis. Le cas qu'on a souvent, c'est des interventions de secours qui se passent sur un tronçon de voie où, puisqu'il n'y a pas de numéro, si le tronçon de voie fait plusieurs kilomètres, c'est difficile pour les pompiers de savoir si c'est au début ou à la fin du tronçon qu'ils doivent intervenir. Et c'est là où justement la qualité de la banne permet de mettre des points, et de mettre des points, si possible, hein, un certain nombre de points sur ce tronçon pour identifier au plus près l'intervention des pompiers. Autre exemple que je citais tout à l'heure dans les réutilisateurs, ce sont les acteurs du GPS, de la navigation. Ces acteurs, aujourd'hui, viennent récupérer, pour certains, la banne pour pouvoir qualifier les données qu'eux-mêmes récupèrent lorsqu'ils font leur tournée de qualification des voies sur un certain nombre de zones en France. L'objectif, c'est que, bien entendu, ces acteurs viennent s'alimenter plus régulièrement sur la base d'adresse nationale, puisque c'est la base de référence, et qui viennent aussi à travers la voie de retour que je présentais tout à l'heure, le canal de retour, exposer ce qui relève également lors de leurs investigations ou de leur marquage sur le terrain, les éventuelles incohérences pour qu'ensuite la mairie ou la commune directement puisse effectuer les modifications pour qu'ensuite ça vienne alimenter la banne. Et à ce moment-là, la boucle est bouclée. Alors aujourd'hui, on a des interlocuteurs dans le domaine du GPS qui sont plutôt des acteurs internationaux. Donc la France est une partie de leur terrain de jeu. Néanmoins, on considère que c'est important de dialoguer avec ces acteurs-là parce que je pense que pour un certain nombre d'entre vous ici, lorsque vous utilisez votre téléphone pour vous déplacer, pour un déplacement quel qu'il soit, c'est important de savoir que les adresses sont au bon endroit et que si on peut avoir le maximum d'adresses qualifiées sur un territoire pour préparer le trajet de n'importe quel citoyen, tout le monde sera content. Donc là, je vous montre le détail de ce qu'on présentait tout à l'heure sur la navigation. Alors que ça se passe, bien entendu, que ce soit embarqué dans un véhicule ou que ça se trouve sur votre téléphone mobile, hein, bien entendu. Autre exemple que j'aimerais partager avec vous, parce que c'est en même temps une start-up d'État qui exploite la base d'adresse nationale. C'est l'exemple d'Accès-Libre, qui est une base de données d'informations sur l'accessibilité aux établissements recevant du public. Et j'aimerais, pour témoigner sur ce sujet, inviter sur l'estrade Julia Zucker, si tu veux dire quelques mots sur l'usage de la banne par Accès-Libre. Vous m'entendez ? Oui. Oui, merci Olivier. Alors effectivement, Accès-Libre, en tant que start-up d'État et acteur de l'open data, va chercher à se connecter à d'autres acteurs de l'open data, et la banne, on s'est tourné assez naturellement vers eux. Accès-Libre, hein, c'est un site qui vient référencer des lieux ouverts au public. L'ensemble des lieux ouverts au public, c'est notre stock, c'est le stock que l'on vise. Et sur chaque point, on vient y accoler des informations d'accessibilité. Voilà, donc en gros, là, vous avez à l'écran le haut d'une fiche, telle qu'elle est, elle apparaît dans sa consultation. On a une autre interface pour la contribution. On a un système de carto, et c'est là où la banne vient nous intéresser. Et derrière viennent se dérouler et apparaître les fameuses informations d'accessibilité. Nous, dans le parcours de contribution, comment ça se passe quand on crée une fiche? La personne qui vient contribuer, elle va d'abord, on va lui demander de quel endroit elle veut parler, et donc elle va renseigner une adresse. Et dans cette adresse, derrière, nous, on a besoin, pour pointer sur notre service de carto, le point très précisément, on a besoin de coordonnées géographiques, d'un X et d'un Y. Et c'est là où on vient requêter l'API de la banne qui vient nous donner et nous positionner précisément sur notre fond de carte ce fameux lieu. On en a également un autre usage. Notre objectif, nous, c'est de
contribuer, enfin de collecter cette donnée, de l'exposer, et soit on collecte la donnée via notre formulaire de contrib, soit pour ceux qui ont un patrimoine ou plusieurs ERP à nous apporter, ils peuvent nous pousser des jeux de données. Et dans ce cas-là, nous, on les importe. Ces fichiers, pour certains, disposent donc forcément tous d'une adresse. Certains ont le fameux XY qui est indiqué, d'autres ne l'ont pas. Dans ce cas-là, encore une fois, on va requêter l'API de la BAN qui nous permet de compléter notre fichier et de venir procéder au bon positionnement sur cette carte et à apporter une information complète. Et derrière, comme on est en open data, nous, notre base, elle est poussée toutes les nuits. On participe à l'enrichissement d'une adresse couplée à un XY. Voilà. Et donc, on est assez intéressé par ce système de signalement à la BAN. Il nous arrive, nous, surtout dans des zones peu denses, d'avoir du mal à trouver une adresse qui est... Enfin, quand elle n'est pas recensée dans la BAN, ça peut poser problème dans le parcours de contribution. On a trouvé des solutions, des palliatifs. Cela étant, on était un peu frustrés de disposer d'informations qu'on aurait aimé pouvoir repartager derrière avec la BAN. Avec ce système de rebouclage, du coup, on a hâte de pouvoir contribuer d'une certaine manière à notre niveau à cet enrichissement collectif. Voilà, je crois, Olivier, ce que je pouvais partager. Merci Julia, merci beaucoup pour ce témoignage. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'acteurs sur la chaîne, tant du côté production que réutilisation. Et bien entendu, on souhaite, nous, au sein de l'équipe de la BAN, puisque la BAN est un commun, hein, voilà, c'est partagé par tous, c'est gratuit, c'est de la donnée ouverte, de pouvoir faire en sorte que l'ensemble des contributeurs à un bout ou à l'autre de la chaîne puissent participer à l'évolution de cette base nationale. Donc on a mis en place un certain nombre de rendez-vous, de points de contact qui permettent de faciliter les échanges et les contributions de chacun à l'évolution de cette base de données. Donc il y a, avec un certain nombre d'acteurs, et c'est ouvert à tous, on travaille sur notamment cette année 2 sujets qui sont la mise en place d'un identifiant unique. Et ça rebondit par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'interconnexion, l'interopérabilité avec d'autres acteurs, je pense aux acteurs du bâtiment ou de la mobilité par exemple. Donc on est en train de travailler sur ça pour cette fin d'année. Et également un autre sujet, et ça je pense que vous l'aurez compris aussi à travers ce que vient de dire Julia, c'est la voie de signalement, c'est-à-dire de permettre à des acteurs de signaler s'il y a des différences entre ce qu'eux remontent du terrain ou de l'expérience de leurs utilisateurs et des données de la BAN. Et il y a également un certain nombre d'échanges, de points de contact en ligne à travers des webinaires, et puis bien entendu des événements aussi qu'on fait avec les acteurs des territoires, notamment les collectivités, qui sont d'excellents relais pour pouvoir aussi inciter les communes ou leurs mandataires à construire une base de données locale et ensuite d'aller alimenter la base adresse nationale. Donc vous retrouvez tout ça sur le site adresse.data.gouv, qui est vraiment le site de référence sur lequel vous allez trouver d'une part l'ensemble des outils et guides qui permettent de construire pour les communes une base d'adresse locale, et puis pour les réutilisateurs, bien entendu, également là, un ensemble d'outils, d'ailleurs pour les uns comme pour les autres, qui sont soit du download directement de la base, pour tout ou partie, soit directement d'aller s'interconnecter à des API, soit en alimentation, soit en consommation, à travers donc, cette adresse.data.gouv. Voilà, je vous laisse il y a également quelques liens qui seront disponibles dans la présentation là, qui sera partagée et que vous pourrez consulter. Et je crois qu'il nous reste 5 minutes pour des questions. Oula, alors attendez. Si vous voulez bien vous passer le micro, je vois deux questions devant. Allez-y. Ah, mince, attendez. Est-il branché? Ouais. Non. Ça parle ou pas? On voit pas le... On n'a pas de son dans le micro. Dans le micro baladeur. Ah, si, c'est bon. Voilà, parfait. Oui, merci pour la présentation. Simple question, quelles sont les fréquences de mise à jour de la base? Alors,
Entre la base adresse locale que renseigne une commune, elle crée sa base adresse locale, où elle fait une mise à jour de sa base adresse locale, et la base adresse nationale, c'est instantané. Oui, donc ça dépend finalement de l'envoi par le local au national. Exactement, exactement. D'où toutes les incitations que l'on a et tous les points de contact que l'on peut avoir avec les communes ou avec leurs mandataires pour les inciter soit à créer, soit à mettre à jour, à actualiser leur base adresse locale. Je crois que vous aviez une question juste derrière vous, votre voisin. Oui, j'ai l'impression que vous... Enfin, c'est pas j'ai l'impression. Vous arrivez quand même après beaucoup d'actions d'autres acteurs internationaux, nationaux, l'hygiène et tout. Et je ne vois pas trop l'apport pour le grand public de votre solution. Alors, il y a un élément quand même qui est très très important, c'est que justement, avant, comme vous le dites très justement, il y avait beaucoup d'acteurs qui venaient constituer cette base nationale. Il y avait l'IGN, enfin, au fil du temps, il y a eu La Poste, il y a eu OpenStreetMap, qui est sous statut associatif, il y avait l'ARCEP. Voilà. Tous ces acteurs-là venaient mettre dans un pot commun. Le problème, c'est que ces acteurs n'avaient jamais les mêmes référentiels. Donc on avait des distorsions sur la qualité de la donnée qui étaient très importantes. Là, en remettant la commune au centre, il n'y a qu'un seul acteur qui est en responsabilité de l'adresse, la commune. Donc on ne peut plus se tromper, on ne peut plus faire d'erreur, il n'y en a qu'un seul qui renseigne. Si on simplifie, c'est le maire. Donc à partir d'aujourd'hui, on sait que si on voit dans la base le 2 rue des Fleurs, c'est vraiment le 2 rue des Fleurs. Ce n'est pas le 4, ce n'est pas le 6, ce n'est pas le 10, comme on a pu le trouver auparavant. Il n'y en a qu'un. Donc tous les acteurs que vous avez cités devraient prendre votre base comme référence. Comme référence. Je crois que vous aviez encore une question derrière. Pardon. Ah bah vous avez un micro. Parfait. Oui, juste pour compléter peut-être les questions précédentes, savoir si vous avez des notions d'adhésion par rapport aux maires, dont on sait surtout dans les communes plus petites qu'ils risquent de... Voilà, ils ont un temps et une charge limitée. Oui, donc entre de l'OpenStreetMap qui pourra être mis à jour collectivement, où on parle des autres acteurs, et d'un autre côté, une base qui aura un vrai rôle de référentiel, mais peut-être une mise à jour. Non, mais vous avez, très bonne question. C'est très pertinent parce que c'est aussi un pacte, un deal que l'on fait avec les communes. C'est de leur dire, vous renseignez une seule fois votre base adresse locale et vous n'avez plus à aller renseigner d'autres bases ailleurs. Puisque c'est la base de référence, une fois que vous avez renseigné votre base adresse locale, vous n'avez pas à la renvoyer le lendemain à la Poste, à l'INSEE, que sais-je. On a estimé que pour certaines communes, parfois, elles renvoyaient une création, une modification d'adresse à 17 interlocuteurs. Voilà. À travers ça, on réduit très sensiblement, voire complètement, ce type de pratique. L'autre point, c'est que la commune, en ayant cette démarche-là, elle nous incite assez régulièrement à communiquer avec les interlocuteurs qu'elle peut avoir au quotidien, donc d'autres collectivités par exemple, ou même directement avec les équipes de la BAN, pour les inciter à soit créer ou renseigner des adresses sur leur territoire. Et à travers cette discussion, il y a quand même un petit aiguillon qui est l'aiguillon réglementaire. J'en parlais tout à l'heure, la loi 3DS, avec le décret d'application, qui va justement, entre guillemets, enfoncer le clou sur le rôle de la commune. Voilà, elle est en responsabilité. Et sur le fait aussi qu'elle aura besoin, au fil du temps, d'actualiser cette information. Elle ne va pas juste faire une base d'adresse locale aujourd'hui, puis la retravailler dans 10 ans. Ce dont on a besoin, c'est qu'elle la retravaille régulièrement. Par contre, elle aura pu faire ce travail de rediffusion auprès de X acteurs, ce qu'elle faisait jusqu'à présent. Donc, normalement, elle devrait passer moins de temps à travailler sur l'adresse. Est-ce que ça répond à votre question? Je vous sens... Si, c'est bon? Je me posais la question justement si dans les acteurs, il y a toutes les personnes qui sont en charge des taxes foncières, avis, etc. Parce que je me disais que les adresses sont déjà en partie référencées là-dedans. Quelles sont les interactions? Oui, on échange avec la DGFiP sur le sujet pour que justement on ait vraiment une réelle interaction entre le référentiel de la DGFiP et la BAN.
Pardon, bonjour. Ma question pose sur l'historique. Quand on change un nom de rue, Oui. est-ce que vous gardez l'historique? Est-ce que vous exposez l'historique? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour une raison très simple, c'est que c'est une raison historique, sans mauvais jeu de mots. C'est que jusqu'à présent, dans la BAN, il y a un identifiant unique pour chaque adresse. Le problème, c'est que cet identifiant unique n'est pas un identifiant stable dans le temps, puisqu'il est en partie constitué avec un identifiant provenant de la DGFiP, qui lui est parfois temporaire. Donc c'est justement un des deux chantiers pour reprendre ce qui est là, et qu'on travaille à travers des adresses lab, où justement on invite tous les acteurs à échanger avec nous pour travailler sur le sujet, c'est de mettre en place un identifiant unique et stable dans le temps, pour que justement pour une même adresse, si elle a un identifiant unique et stable, eh ben, on sera capable d'historiser ensuite dans le temps les différents changements effectués sur cette adresse. Encore une question ? Bonjour. Bonjour. Une question autour des communes déléguées, donc issues des fusions de nouvelles communes. Oui. On a pas mal de soucis, nous, en termes de valorisation justement de ces communes, parce que généralement, les hiérarchies ne sont pas bien faites. Oui. Voilà, je voulais savoir comment c'était traité avec la BAN. Alors, ça sera en partie traité à travers l'identifiant unique, puisque si on a une adresse avec un identifiant unique et que justement cette adresse évolue dans le temps, qu'elle change de nom ou qu'elle change de ville, de commune, on sera capable de retracer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est clair. Aujourd'hui, on prend une photo à un instant T et on ne sait pas que la commune X est finalement la fusion des communes Y et Z. Mais on fait en sorte de refaire des recoupements assez régulièrement avec certains acteurs, notamment des acteurs locaux qui sont en capacité de nous alerter. Et c'est là-dessus, justement, là aussi, que c'est sur le deuxième chantier, c'est la voie de retour qui va aussi nous permettre de prendre conscience que parfois certaines adresses, parce qu'il y a eu fusion de communes et qu'on se retrouve avec 3 rues de l'église, de pouvoir pointer les doublons, triplons ou pire même. Mais la première action qui va être de mettre en place un identifiant unique va beaucoup soulager justement l'apparition de ces doublons après fusion de communes. Une dernière question ? Oui, le délai pour l'identifiant unique. Écoutez, c'est un chantier de fin 2022, donc normalement c'est dans les mois qui viennent. Voilà. Parfait. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Bon après-midi.